Chers étudiants, soyez encore la bienvenue à cette première séance du dernier chapitre, le chapitre 3, et qui concerne les estimations statistiques. Euh, L'objectif de ce chapitre, c'est de savoir comment on parvient à de bonnes estimations des caractéristiques de la population mère, bien sûr, à partir des caractéristiques de l'échantillon qu'on a étudié. Donc là aussi, il faut suivre une méthode scientifique pour pouvoir faire de bonnes estimations. Donc une fois que vous avez les caractéristiques de l'échantillon, là, à quoi ils servent? Ben, ils servent à faire des estimations de, des caractéristiques de la population. Mais il y a une méthode ou des méthodes à suivre pour avoir de bonnes estimations. Lorsqu'on dit bonne, c'est-à-dire faites d'une manière scientifique. Donc, mais je vous rappelle une chose, ou deux choses très importantes. Quelles sont les caractéristiques d'un échantillon et qui font que c'est un bon échantillon à étudier et qui permet très bien de représenter une population. Première chose, c'est que cet échantillon, bien sûr, il doit être de taille suffisante. C'est ce qu'on a vu tout au long du chapitre 1. On a vu les méthodes de calcul de la taille suffisante. Et par la suite, au chapitre 2, on a dit que ce n'est pas suffisant. Il faudrait aussi que les éléments de l'échantillon, donc il se peut qu'ils soient des individus, des personnes, ou des objets, ou des familles, etc. Donc, les éléments de l'échantillon, il faut aussi qu'ils soient sélectionnés d'une manière scientifique. Et ça, c'était l'objectif du chapitre 2. C'est là où nous avons appris donc, les différentes méthodes à suivre pour sélectionner d'une bonne façon les éléments de l'échantillon. Donc, parmi les méthodes, on a dit que la meilleure façon, c'est d'abord l'échantillonnage probabiliste, bien les méthodes probabilistes, bien sûr, sont meilleures que les méthodes empiriques, et dans les méthodes, parmi les méthodes probabilistes, le meilleur, c'est l'échantillon aléatoire simple. Donc, si par exemple, vous calculez la taille de l'échantillon des employés, donc pour une population totale de 5000 et vous trouvez que c'est 100, donc quels sont les 100 employés à enquêter? Par exemple, en suivant la méthode de la table, c'est l'employé numéro 222, si vous vous rappelez, ensuite le numéro 4874, etc., jusqu'à terminer les 100 employés. Donc, ce sont les caractéristiques de ces 100 employés que vous avez choisis de cette manière qui vont être servis à faire des estimations par la suite. C'est-à-dire, par exemple, c'est la moyenne des salaires de ces 100 employés que vous avez sélectionnés de cette façon. C'est cette moyenne qui va servir à estimer la moyenne dans la population mère, et non pas n'importe quel 100 employés. Voilà, donc ça c'était pour vous rappeler. Et donc maintenant, on va parler bien sûr plus donc d'estimation. Alors pour les estimations, pour terminer cette introduction que vous voyez devant vous, donc on a deux types d'estimation. Il y a l'estimation ponctuelle et il y a l'estimation par intervalle de confiance. C'est-à-dire pour un paramètre donné, soit on donne une estimation pour ce paramètre, c'est-à-dire fixe, soit on peut donner un intervalle, disons, un intervalle où peut exister, disons,
ce paramètre à un certain niveau de confiance donné. Voilà, on va parler avec plus de détails dans les diapos suivants. Alors, première chose, les estimations ponctuelles. Donc, on va voir successivement l'estimation ponctuelle d'une moyenne, l'estimation ponctuelle d'une fréquence et l'estimation ponctuelle d'une variance ou de l'écart type de la population. Alors, pour ce qui est de la moyenne de la population, par quoi on l'estime? Donc, l'estimateur de la moyenne de la population, d'une manière générale, c'est la moyenne de l'échantillon. C'est-à-dire, d'une manière générale, le grand X bar, c'est le bon estimateur de la moyenne de la population qui est petit m. Ça, c'est d'une manière générale. Comment on l'a su? Dans le cours, vous allez trouver la démonstration mathématique que le bon estimateur de petit m, la moyenne de la population, c'est grand X bar, la moyenne de l'échantillon, qui est une variable aléatoire et qui varie d'un échantillon à l'autre. Pourquoi c'est le bon estimateur? Parce qu'on a trouvé que c'est un estimateur sans biais et à variance minimale. Donc le résultat, c'est quoi? D'une façon générale, la moyenne d'échantillon, c'est le bon estimateur de la moyenne de la population petit m. Maintenant, après cette généralité, nous arrivons au cas particulier de notre échantillon. La moyenne que nous calculons dans notre échantillon, ce n'est plus grand X bar. Maintenant, elle est connue. C'est petit X bar. Par exemple, c'est la moyenne des salaires des 100 employés. C'est par exemple un salaire moyen, par exemple 5 000 dirhams par mois. Alors, si quelqu'un nous dit, donnez-moi une estimation mathématiquement correcte de la moyenne des salaires dans la population de cette entreprise, je vais dire sans hésitation que c'est 5 000 dirhams. Je vais lui dire que 5 000 dirhams, c'est une bonne estimation de la moyenne des salaires dans l'entreprise. Vous pouvez, disons, avoir du doute et ça, c'est, je le trouve, je le comprends. Parce que vous pouvez me dire, mais comment le salaire, la moyenne des salaires de 100, il va servir comme moyenne de salaire des 5 000? Ben, je vous rappelle que 100, déjà, c'est une taille suffisante pour faire de bonnes estimations. Et la chose aussi qui est très importante, c'est que les éléments ou les employés, les 100 employés, ils ont été sélectionnés d'une manière scientifique. Je vous le rappelle. Donc, n'ayez aucun doute que la moyenne des salaires que vous allez calculer pour votre échantillon aléatoire de taille suffisante, ça, c'est une estimation parfaitement correcte de la moyenne de la population. Mais, une chose très importante, c'est une estimation, ce n'est pas l'estimation, ce n'est pas la seule qui existe. C'est-à-dire la moyenne que je vais calculer pour mon échantillon, c'est une estimation, la moyenne que vous allez calculer pour votre échantillon, toujours de 100 individus, toujours sélectionné de manière scientifique. Hein? Mon moyenne, la vôtre, la moyenne de l'autre personne, de la troisième personne, toutes ces moyennes sont des estimations correctes de la moyenne de la population. Voilà, donc, résultat final. C'est quoi une estimation? Ou bien, avec quels paramètres on peut estimer la moyenne de la population? C'est avec la moyenne calculée dans l'échantillon. La même chose au niveau de la fréquence. Tout ce que j'ai dit au niveau de la moyenne reste valable pour la fréquence. Donc, la fréquence que vous allez calculer pour votre échantillon,
Par exemple, vous calculez, par exemple, vous voulez estimer le taux disons, des démariés parmi les employés, il représente combien, etc. Bon, un pourcentage donné. Ben, sachez aussi que le meilleur estimateur, de manière générale, de la fréquence de la population, c'est la fréquence d'échantillon. Et d'une manière particulière, lorsque vous prenez votre échantillon de taille suffisante et sélectionné d'une bonne manière, cette fréquence-là, c'est une estimation bonne et correcte de la fréquence de la population. Alors, enfin, pour l'estimation ponctuelle d'une variance, est-ce que la variance que nous calculons auprès de l'échantillon, est-ce qu'il peut servir à estimer d'une bonne façon la variance de la population? La réponse maintenant, c'est non. Ce n'est pas comme pour la moyenne et la fréquence, parce que chaque fois, la variance de l'échantillon, sigma prime carré, ben, il va sous-estimer la variance de la population mère. Parce que la population mère, c'est plus d'éléments et nécessairement la variance par rapport à tous ces éléments, par rapport à tous les individus ou les unités de la population mère, ben nécessairement, il sera plus élevé que la variance de l'échantillon. Donc, même mathématiquement, c'est-à-dire, on a démontré mathématiquement que sigma prime carré n'est pas le bon estimateur de sigma carré, c'est-à-dire ce n'est pas l'estimateur sans biais et à variance minimale de sigma carré. En revanche, lorsqu'on multiplie sigma prime carré, c'est-à-dire la variance de l'échantillon, lorsqu'on la multiplie par un certain nombre, qui est n, la taille de l'échantillon, n sur n moins 1, là, cette multiplication, ça donne s carré. Ce s carré, il peut servir comme une bonne estimation correcte mathématiquement de sigma carré, la variance de la population. Et la démonstration, vous allez la trouver dans le cours. De même, pour l'écart type, donc l'écart type de l'échantillon ne peut pas servir pour être une bonne estimation ponctuelle correcte de l'écart type de la population. Par contre, si vous le multipliez par racine n sur n-1, là, il peut servir comme une bonne estimation. Donc, c'est le nombre petit s égal à racine carrée de n sur n-1 fois l'écart type que vous trouvez dans votre échantillon. Donc ça c'est une estimation bonne, correcte, ponctuelle, bien sûr toujours, de l'écart type. Alors, deuxième chose, ou deuxième section, si vous voulez, de ce chapitre concerne les estimations par intervalle de confiance. Ce qu'on va étudier, c'est l'intervalle de confiance de la moyenne et ensuite celui de la fréquence. Donc, on ne va pas étudier l'intervalle de confiance pour la variance ou l'écart type. Ce n'est pas parce qu'il présente des difficultés, pas du tout. C'est que le calcul de l'intervalle, il fait le calcul de l'intervalle de la variance ou l'écart type, il fait intervenir donc d'autres lois continues.
la loi de Kittel, la loi de Students, et il faudra bien sûr connaître bien les caractéristiques de ces autres lois pour pouvoir donc comprendre la formule de l'intervalle. Donc j'estime que à ce stade-là, c'est très suffisant pour vous donc de travailler avec la loi normale seulement. C'est déjà une très bonne chose si vous maîtrisez, donc si vous arrivez à assimiler donc cette loi, le calcul de probabilité avec cette loi, en passant bien sûr par la loi normale sont très réduite, et donc bien sûr son application pour l'échantillonnage et l'estimation. Donc ça, c'est pour vous, j'estime que c'est largement suffisant. Alors, donc, on commence par l'intervalle de confiance de la moyenne de la population. Alors, la moyenne de la population, c'est petit m. Alors, comment on arrive à un intervalle de confiance pour cette variable? Eh bien, le point de départ, c'est la moyenne d'échantillon. La moyenne d'échantillon est une question essentielle. Quelle loi il suit? Quel est son comportement? Sachez que lorsque certaines conditions sont réunies, cette moyenne d'échantillon, qui est une variable aléatoire, qui varie d'un échantillon à l'autre de même taille petit n, c'est-à-dire ça c'est la moyenne d'échantillon d'une façon générale, sachez qu'il suit la loi normale lorsque la taille de l'échantillon est supérieure ou égale à 30, c'est-à-dire si vous prenez à partir de 30 éléments, ou lorsque le comportement de la variable x, objet de l'étude, dans la population, il suit une loi normale. Pourquoi on peut dire que à partir de 30 observations, la moyenne d'échantillon qui se rapporte à ces 30 observations au plus et suit la loi normale, ça c'est le théorème central limite que vous trouvez donc dans l'encadré numéro 1 où j'ai mis donc dans le chapitre 1 où j'ai mis la loi normale centrale réduite et enfin le théorème central limite qui dit que si vous avez à partir de 30 observations indépendantes, donc l'indépendance c'est très important, la somme et aussi la moyenne de ces observations et suit une loi normale. Donc les caractéristiques de cette loi pour grand X bar, c'est donc qu'en moyenne, c'est m petit m, la moyenne de la population, et comme variance, sigma carré sur petit n. Sigma carré, bien sûr, c'est la variance dans la population, la variance de la variable x dans la population, et petit n, c'est la taille de l'échantillon. Une chose très importante, c'est que la condition n supérieure ou égale à 30, elle est primordiale et suffisante. C'est-à-dire, même si on a un comportement normal dans la population, cela n'est pas suffisant pour que la moyenne d'échantillon suive la loi normale. Il faut nécessairement prendre un échantillon à partir de 30. Et lorsque vous prenez un échantillon à partir de 30, sachez que même si le comportement dans la population n'est pas connu, sachez que la moyenne d'échantillon il suivra la loi normale, mais bien sûr à condition que les observations soient indépendantes. Par exemple, les salaires des employés, ils sont indépendants les uns par rapport aux autres. Chacun des employés, par exemple, il est payé selon son effort, selon la consommation des ménages. Chaque ménage il a une consommation indépendante de l'autre, etc. Alors, donc il y a le point de départ, c'est grand X bar,
et il y a deux choses. Donc, avant de prélever l'échantillon et après avoir prélevé cet échantillon. Avant, donc, on ne connaît pas la valeur petit x bar que prendra grand X bar, mais on a un intervalle pour grand X bar. C'est-à-dire on a une probabilité pour que X bar soit dans un intervalle donné. On a déjà donné cette équation que vous voyez donc, sur le diapo. Donc on pouvait la voir déjà dans le chapitre 1, la page 16. On a déjà dit que probabilité que grand X bar soit donc entre m moins t, m plus t, c'est 1 moins alpha. C'est-à-dire il y a une probabilité ou un niveau de confiance de 1 moins alpha pour que grand X bar soit dans cet intervalle. Et nous avons déjà dit que t c'est égal à sigma, plutôt lambda fois sigma sur racine de n. Donc là, au lieu d'écrire t, on écrit sa valeur, lambda, qui est le seuil de probabilité de la loi normale centrée réduite, et fois sigma, l'écart type de la population sur racine de n. Donc, on a cette égalité qui vient de la loi normale. Pourquoi on a cette égalité? Parce que x bar, il suit la loi normale. Alors, cette égalité, il peut s'écrire autrement. On peut mettre au lieu de x bar, petit m. Et x bar, il prendra la place de petit m par la suite. Donc, à partir de là, on peut déduire un intervalle donc, centré autour de x bar pour petit m. Donc, comme vous voyez, donc probabilité que m soit dans l'intervalle grand x bar moins t ou lambda fois sigma sur racine de n et grand x bar plus lambda fois sigma sur racine de n est égal à 1 moins alpha. Ça, c'est donc d'une manière générale. La moyenne de la population, elle est située dans cet intervalle avec ce niveau de probabilité, et ça, c'est d'une façon générale. C'est-à-dire, avant même de prendre l'échantillon, ça, c'est une égalité qu'on connaît. Alors, lorsqu'on prend notre échantillon de taille n, qu'on a déjà calculé, cette taille, donc lorsqu'on prend notre échantillon et on l'étudie, on prend les caractéristiques par exemple des employés et on calcule la moyenne des salaires par exemple. Donc on a dans ce cas petit x bar. Donc ce petit x bar, il va remplacer grand x bar qui était auparavant inconnu, maintenant il est connu, c'est petit x bar. Et dans ce cas, on aura notre intervalle de confiance comme vous le voyez, donc i c'est égal à donc, petit x bar moins lambda fois sigma sur racine de n, petit x bar plus lambda fois sigma sur racine de n. Et on passe au diapo suivant. Alors, donc, pour calculer cet intervalle, donc on a dit que on a petit x bar. On l'a calculé après avoir prélevé l'échantillon. Donc, c'est une donnée. Lambda, c'est le seuil de probabilité qui dépend de alpha. Donc, lorsqu'on connaît alpha, on peut connaître lambda à partir de la table de la loi normale centrée réduite. Petit m, bien sûr, il est connu. C'est la taille de l'échantillon. Bien sûr, à partir de 30. Ce qui reste, c'est la valeur de sigma, l'écart type de la population. Si il est connu, donc, c'est-à-dire il est indiqué, il y a une indication sur cette variable, c'est bon. Si ce n'est pas le cas, il faut chercher à l'estimer par une autre variable. Alors, son estimation, ce n'est pas l'écart type de l'échantillon.
c'est l'écart type de l'échantillon, sigma prime, fois ce facteur que vous voyez, racine de n sur n moins 1. Donc, une fois calculé l'écart type de l'échantillon, vous le multipliez par ce facteur, ça donne petit s, et petit s, il remplacera sigma. Et ensuite, cet intervalle-là, donc, comme vous voyez par la suite, lorsqu'on passe à un tirage sans remise, c'est-à-dire lorsqu'on est sûr d'effectuer un tirage sans répéter les éléments, dans ce cas, la seule différence, c'est dans la valeur de t. Donc, on ajoute le facteur d'exhaustivité, c'est-à-dire t devient lambda fois sigma sur racine de n fois le facteur d'exhaustivité en racine, c'est-à-dire la racine de n grand N moins petit n sur grand N moins 1. Et là aussi, donc si sigma est connu, c'est bon. Sinon, bien sûr, il faut le remplacer de la même façon par petit s. Et tout cela, toujours, il faut cette condition que l'échantillon, c'est à partir de 30. Donc ça, c'est une condition essentielle parce que pour des petits échantillons, c'est-à-dire moins que 30, ben, on ne fait pas intervenir donc l'application de la loi normale. Donc, c'est d'autres lois qui interviennent et donc ce sont d'autres formules. Voilà, merci et à la séance suivante.